Le poème les a désignés. Après avoir résolu l'énigme des chiffres, Antoine, Célia, Irène et Florentin prennent la route de l'Ouest, et cette fois, ce sont ces rimes qu'il leur faut comprendre. Un vieillard sénile, un motard pervers, une femme aux doigts troués, un homme qui voit des créatures invisibles. Les mots font faire d'étranges rencontres et le voyage prend une dangereuse tournure. Tous n'en ressentiront pas indemnes. Et si, dans cette nouvelle énigme, le plus grand danger n'était pas ce qu'ils croient? Après tout, comment savoir ce qui se cache réellement derrière les mots? Aloha, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un roman qui s'intitule La route hors du monde. C'est le tome 2 de Charlie Clee et le sous-titre de cet ouvrage est Derrière les mots. Nous voici donc sur un second tome qui a un rôle un peu charnière puisqu'il est au cœur d'une trilogie, donc il est vraiment au milieu. Donc après un premier tome qui nous pose les bases du récit, qui nous pose les bases de l'histoire, et juste avant un troisième tome qui est censé tout nous dénouer, tout nous révéler. Et là, le rôle de ce deuxième tome est de réussir à nous garder alertes et captifs. Et captivés plutôt, ou captifs de l'histoire, captifs de l'écriture, ça marche aussi. Pour moi, c'est réussi et du coup, je vais vous expliquer pourquoi. Attention, je vais vous refaire un rapide point de ce qui nous est raconté dans le tome 1. Si vous n'avez pas encore connaissance du tome 1, fuyez, c'est encore le moment. Sinon, vous pouvez y rester, installez-vous et c'est parti. Le premier tome nous raconte l'histoire d'un jeune garçon, du nom d'Antoine, qui a une liste de chiffres qui l'obsède, qui lui reste en tête, matin et soir, jour et nuit, etc. etc. Et c'est à l'aide de son entourage qu'il va se lancer donc dans le décryptage de cette suite de chiffres. Cette enquête va les amener sur un étrange cratère, mais aussi sur un poème qui leur fait comprendre qu'ils doivent aller droit vers l'ouest. Et donc la bande de joyeux lurons que nous avons se divise en deux. Un premier groupe qui va rester sur le cratère et un second groupe qui va filer droit vers l'ouest. Et c'est ainsi que se termine le premier livre, au commencement d'un voyage. Donc, le second tome commence donc sur ce fameux voyage. Nous suivons le groupe qui est parti vers l'ouest. Le récit global, la trilogie, peut donc se diviser entre guillemets en deux parties. On a cette première partie qui est composée d'un groupe de 3 personnages, Petit Bob, Thibaut et Lina, qui restent près du fameux cratère en question. Un énorme cratère qui d'ailleurs possède une surface aquatique qui possède une surface d'eau qui ne reflète absolument rien, ce qui est assez étrange. Et l'autre partie du récit est composée de plusieurs autres personnages. Nous avons donc Irène, Célia, Florentin et Antoine, pour ne citer que les principaux. Ce petit groupe-là file droit vers l'ouest, comme je vous l'ai dit, dans un camping-car. Avec, pour indice, en tout cas pour seule indication, un poème composé de plusieurs vers. Ils ont réussi à interpréter les premiers qui semblent les décrire eux-mêmes et donc ils se disent qu'ils doivent décrypter les prochains pour trouver les autres personnes pour la suite de l'aventure. Maintenant venons clairement au cœur de ce second livre. D'abord, ce que j'ai apprécié. J'ai beaucoup aimé retomber directement dans l'ambiance des énigmes et des mystères. Charlie est très forte pour distiller les informations au compte-gouttes. On en apprend juste assez pour nous faire poser autant de questions, si ce n'est plus que les personnages eux-mêmes. Et dès le début, on arrive sans mal à se remettre dans cette ambiance très énigmatique et à reprendre le cours de l'histoire. Tout ce qui est suspense, etc., l'auteur sait très bien y faire tout au long du livre. Ce qui m'a également plu, c'est que chaque personnage a une véritable fonction, un véritable rôle, une véritable présence, une vraie mission. Rien n'est laissé au hasard. Aucun des personnages n'est là pour rien. Ils ont chacun un petit passé, chacun une petite histoire, chacun un petit truc à apporter. Il y a d'ailleurs toute une tripotée de nouveaux personnages. Par exemple, il y a Sonia, la femme glaciale aux
talent pictural, ou encore Henri, le vieil homme à la mémoire défaillante, mais à l'humour contagieux, et tout ce beau petit monde-là vient donc rejoindre les premiers personnages que nous avons appris à connaître. On sait pourquoi ils se retrouvent, mais on ne sait pas forcément comment, ni pourquoi. On sait dans un premier temps pourquoi ils se rencontrent les uns les autres, mais on ne connaît pas la finalité finalement de toutes ces rencontres-là et de tout ce voyage vers l'Ouest. Il y a beaucoup de personnages, mais je trouve qu'on ne se trouve pas, parce qu'avec le premier tome, on a eu le temps vraiment de connaître les premiers, Antoine, etc., Irène, tout ça, et dans ce second tome, du coup, on a tout le loisir d'apprendre à connaître les personnages nouvellement arrivés plutôt. Autre chose qui m'a énormément plu, c'est que ça y est, on a affaire à des méchants sacrément méchants. C'est-à-dire que autant avec le passage des crabes tueurs du premier tome, qui était très effroyable, faut le dire, mais ça reste des animaux, enfin voilà. Et là, on a des espèces de créatures très malfaisantes qui ont comme une conscience et attaquent, ou pire encore, réfléchissent pour attaquer. Et ça, c'est encore plus flippant, je trouve. C'est encore super, encore plus glauque. Mais j'ai beaucoup aimé voir quelques passages où on a leur point de vue, leur regard. On voit ces étranges êtres discuter. Et j'ai trouvé ça hyper effrayant, mais en même temps super chouette d'avoir le point de vue des super vilains, entre guillemets. L'un tout petit quelque chose qui m'a gênée dans ce tome 2, ce sont les dialogues. J'aime énormément les descriptions, donc forcément j'ai un peu plus de mal quand il y a des dialogues, surtout quand il y en a énormément. Et là, il y en a beaucoup. Alors ça colle bien avec l'ambiance générale parce que nous sommes en plein voyage vers l'ouest et que forcément quand on est en voyage, qu'est-ce qu'on fait le plus? On parle, c'est totalement cohérent. Mais moi ça m'a frustrée parce que il y a quelques moments, quelques passages qui peut-être auraient mérité davantage de description au niveau de la découverte des paysages, etc., etc. Et pour finir, un petit mot sur la fin. Cette fin est si intense que j'en avais le cœur qui battait au moment de ma lecture, peut-être aussi vite si ce n'est plus que ceux des personnages, au vu de ce qui leur arrive. Même sous la menace des crabes tueurs, je n'étais pas aussi captivée et aussi happée par ce que je lisais. Mais il y a un tout petit mais quand même sur cette fin qui m'a vraiment beaucoup plu. Là, il faut savoir que tout le tome 2 se concentre sur le groupe, sur le quatuor qui est parti en direction de l'ouest en camping-car. Et en fait, le premier groupe qui est resté près du cratère n'est évoqué qu'à ce moment-là. Parce que vraiment tout le tome 2 est concentré sur tout le voyage vers l'ouest. J'ai beaucoup aimé le lien qu'on a découvert qui s'est révélé entre ces deux groupes alors qu'ils sont assez éloignés géographiquement parlant et pas que. Mais pourquoi que maintenant ? En fait, ce lien en question, je pense, aurait pu être glissé un peu plus tôt dans la narration. Et ça aurait été vachement chouette d'avoir toute cette espèce de connexion et d'essayer de comprendre pourquoi et d'où ça vient, etc., etc. Mais peut-être que tout le tome 3 va nous nouer et dénouer tout ça. Et j'ai très très hâte de le lire pour enfin avoir le mot final sur toute cette aventure et mésaventure que vivent tous nos personnages. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié cette lecture. Je te mets le lien d'achat dans la description du podcast, comme d'habitude. C'était Abby pour le podcast Auto-édition et je te dis à la semaine prochaine. Salut!